Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mardi 20 juillet 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, je vous disais hier que j'avais lancé une newsletter pour vous informer un peu des marchés financiers, pour vous tenir informé des dernières actualités, vous aiguiller un peu dans vos choix d'investissement. Cette newsletter devrait donc partir en début d'après-midi. C'est une newsletter mensuelle. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour la recevoir chaque mois, eh bien, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo YouTube. Normalement, elle devrait partir en fin d'après-midi aujourd'hui. Maintenant, direction les marchés, où nous assistons à un rebond après la chute de la veille, assez violente. Wall Street plombé notamment par le variant Delta. C'est quand même, les indices boursiers se sont quand même repliés face aux craintes provoquées, comme vous le savez, par la propagation du variant Delta du coronavirus, qui menace encore une fois les scénarios de reprise économique. Et forcément, cela incite les investisseurs à la prudence à l'entame de la saison des résultats d'entreprise. Le Dow Jones a quand même subi sa plus forte baisse en une séance depuis le 28 octobre et toutes ses composantes ont terminé dans le rouge. Alors, signe des craintes des investisseurs, on a aussi eu l'indice de la volatilité qui a touché un plus haut de 2 mois et a bondi d'environ 22%. Après avoir tapé un plus haut et être monté jusqu'à 35%, le VIX, qui permet un peu de prendre la température sur les marchés, qui reflète la peur au sein des investisseurs. Bien entendu, ce sont les secteurs les plus sensibles à la conjoncture, comme le transport aérien et l'hôtellerie, la restauration, qui ont particulièrement souffert de cette baisse hier. En parallèle, l'aversion au risque a aussi alimenté une ruée vers le marché des emprunts d'État, contribuant justement à la fois à la baisse des rendements du bond du Trésor américain à 10 ans, comme on l'évoquait hier, revenu à quasiment 1,2%. Et surtout, si les rendements baissent, eh bien forcément, nous avons un recul des valeurs du secteur bancaire. Toutefois, ce matin, eh bien, les bourses européennes, elles, tentent quand même d'amorcer un rebond dans la matinée, quelque peu timide, je trouve, un peu pas très convaincant malheureusement, effaçant une partie des lourdes pertes subies la veille par la crainte que la montée des cas de Covid puisse compromettre eh bien, la reprise économique. Alors la propagation du variant Delta qui relance l'épidémie et pousse certains pays à remettre en vigueur des restrictions a quand même jeté un froid sur les marchés européens hier. L'augmentation des cas de coronavirus aussi bien en Asie qu'aux États-Unis à cause de ce variant très contagieux fait en effet craindre eh bien, un ralentissement du rebond économique. Et étant donné qu'on a quand même des marchés qui sont montés très haut, très vite, très fort, forcément, si ce variant vient pénaliser les perspectives économiques à venir, euh, on risque d'avoir un léger décrochage pour revenir sur des niveaux un peu plus normaux, j'ai envie de dire, du moins des niveaux un peu moins stratosphériques comme c'était le cas actuellement. Malgré le déploiement des vaccins, eh bien, les marchés, on a l'impression qu'ils ne semblent pas avoir appris à vivre avec le Covid. Le sentiment semble s'être déplacé, du moins pour le moment, vers la conviction que les attentes en matière de croissance et de bénéfices étaient peut-être excessives. Donc, comme je vous le disais, des marchés un peu haut perchés, donc forcément, les excès engendrent des excès, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On avait quand même eu un magnifique rallye haussier depuis le mois de septembre 2020. On est monté quasiment en ligne droite. Forcément, le moindre petit choc exogène vient un peu plomber la dynamique. Et donc, derrière, on a des corrections aussi parfois excessives mais tout à fait normal après une telle hausse en seulement très peu de temps.
Côté macro, justement, ici, c'est un graphique qui représente le max drawdown du S&P 500. Donc, le max drawdown mesure la forte baisse, soit dans la valeur d'un portefeuille, soit au sein de l'indice. Ici, c'est par rapport à une année. Et donc, le S&P 500 réalise en moyenne plusieurs consolidations de, comme vous pouvez le voir, entre 3 et 7%, 8%, soit une moyenne environ de 5% par an. Et il n'en avait pas réalisé une seule depuis le mois de septembre. Donc là, c'est la véritable première correction qu'on a sur les marchés. Est-ce que les investisseurs doivent-ils s'attendre à une baisse plus importante à un moment donné en 2021? Pourquoi pas? Comme je vous le disais, les éléments qui pourraient un peu frapper la dynamique haussière, ce sont la recrudescence de l'épidémie, donc le variant Delta qui viendrait plomber les perspectives de croissance et la reprise économique, avec potentiellement de nouvelles mesures de restriction partout dans le monde, voire, pourquoi pas, scénario à ne pas mettre de côté, de nouveaux confinements en cas de quatrième vague. Donc forcément, là, même si on a des banques centrales qui vont continuer à arroser, forcément, les indices vont aussi décrocher. Donc voilà un élément qui pourrait faire tanguer les marchés, ce qui est le cas actuellement, puisque le S&P est en train de décrocher, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est un élément qui pourrait faire, qui pourrait en tout cas permettre une accélération un peu plus profonde de la baisse. Et le deuxième élément, selon moi, ce sera plutôt à la fin de l'été, avec la réunion de la Banque centrale de la Fed, tout simplement, qui est attendue soit à Jackson Hole, soit d'ici la fin de l'été, pour nous parler un peu des perspectives d'inflation et savoir si elle est permanente ou transitoire. Pour l'instant, elle reste n'a pas changé son fusil d'épaule et elle part du principe que l'inflation est transitoire, certes, mais on constate que l'inflation est là. Donc, si l'inflation est là, la Fed devrait logiquement se retirer doucement et diminuer le soutien monétaire. Donc maintenant, reste à savoir comment vont réagir les marchés si la Fed entame le fameux tapering avec la diminution des rachats d'actifs. Donc là, voilà pour moi les deux éléments que je surveille pour les prochains mois, durant la période estivale. L'accident qui pourrait arriver et accélérer cette baisse, c'est le variant Delta. Dans ce cas-là, on pourrait avoir une correction encore plus profonde. Et le ton que va adopter la Fed dans quelques semaines si l'inflation continue de croître et qu'elle est, dans ce cas-là, obligée de se retirer et de diminuer le soutien monétaire qui est en place depuis maintenant 15 mois sur les marchés. Ici, c'est un graphique autour des valorisations et des bénéfices au sein de l'indice S&P 500. Donc, on constate d'une part que dans ce premier graphique, si les entreprises parviennent à maintenir leur marge bénéficiaire, donc le ratio PE, Price Earning Ratio, donc ratio cours sur bénéfice du S&P 500, pourrait tomber à 20, à peu près 20 fois les bénéfices attendus pour le quatrième trimestre 2022. Actuellement, là, c'était les sources de JP Morgan. Les dernières données au 30 juin 2021 montrent quand même que actuellement le ratio PE du S&P 500 se trouve aux alentours de 21,5 fois les bénéfices attendus. On se rapproche quand même des niveaux extrêmes de la bulle des dot-com, donc de la bulle Internet. Alors, la forte progression des indices boursiers forcément a amené la valorisation des marchés actions à des niveaux records et extrêmement élevés. Actuellement, le ratio cours sur bénéfice est actuellement de 21,5 fois les résultats attendus pour les 12 prochains mois, contre une moyenne quand même de 16,3 fois ce ratio.
Et on se rapproche, comme je vous le disais, des niveaux quand même assez élevés et extrêmes lors de la bulle Internet. Si on compare encore le top 10, donc Nvidia, Google, Amazon, Apple, même JP Morgan, on constate qu'on on est sur des niveaux encore très élevés, mais on n'a pas atteint les niveaux extrêmes. Toutefois, voilà, on a eu un choc historique, on a eu un rebond économique d'une violence assez inouïe, j'ai envie de dire. L'économie elle-même surprend, les bénéfices aussi sont plutôt bons, la santé des entreprises est bonne, mais bon, on arrive sur des niveaux de valorisation au sein du S&P qui quand même commencent à poser question, et donc forcément, si on a un élément perturbateur ou un choc exogène, les marchés pourraient tanguer et lâcher prise assez facilement. Donc là, pour celles et ceux qui sont sur les marchés actions, eh bien, la difficulté va être de sélectionner des titres capables un peu de résister à un choc de marché et encore une fois avec des fondamentaux solides, une forte croissance combinée aussi avec de forts bénéfices, car actuellement les marchés restent quand même sur des niveaux élevés, sont relativement chers. Donc les investisseurs doivent effectuer vraiment une sélection assez drastique des titres pour éviter de tomber sur de mauvais dossiers ou de payer des daubes qui ne subiront pas un choc de marché ou un repli plus profond. Là, on est dans une phase de marché assez compliquée, tout est haut, tout monte vite et très fort, même si on a une correction depuis maintenant quelques jours, mais on est un peu sur la fin de la reprise économique. Tous les indicateurs, que ce soit les PMI, commencent un peu à stagner. On est dans une phase de normalisation maintenant. Donc, les choix d'investissement doivent être minutieux, j'ai envie de dire, et risquent d'être un peu plus compliqués dans cette période de marché où il va falloir se creuser un peu plus la tête pour sélectionner les meilleurs dossiers avec les meilleures perspectives de rendement et de croissance pour les prochains mois. Côté graphique, reprenons notre indice national, le CAC 40, qui entame un rebond technique ce matin. Pas très convaincu de ce rebond technique, pour tout vous dire. Je trouve que c'est un peu mou. Alors oui, on a fait une grosse séance baissière. Bon, pour l'instant, on est sur un gap haussier, enfin un rebond, mais le sentiment que le flux acheteur n'est pas non plus très présent, hein. On a tenté de revenir sur les 6400 points. Bon, finalement, les vendeurs se montrent quand même, montrent de la force, et les acheteurs ont du mal. Donc là, je ne m'attends pas en tout cas à une grosse remontée tout de suite. Le sentiment que le marché s'est pris une claque et que maintenant, on va attendre les résultats des sociétés pour espérer reprendre des couleurs et pourquoi pas reprendre une dynamique haussière dans l'attente d'avoir aussi en parallèle d'autres éléments sur la propagation du variant Delta. D'un point de vue technique, le sentiment tout de même qu'on est dans un porte-voie. En tout cas, on peut tracer une oblique haussière et baissière pour relier les 3 points de contact qu'on a ici. Et l'indice pourrait alors, dans ce cas-là, consolider dans un porte-voie. On est quasiment venu chercher le niveau qui m'intéressait ici, les 6236 points. Bon, on a une grosse zone à 6236, 6254. Je considère toujours que c'est une zone à mettre à profit.
pour tenter des achats. En plus, si on vient taper la borne basse de notre porte-voix, ça vient renforcer ce niveau de support. Deuxième niveau intéressant, ça reste les 6310, mais pour l'instant, ça reste fragile, en tout cas. Donc, à voir qu'on ne vienne pas combler justement ce gap ici, faire un excès sur mèche. On a quand même un beau niveau de prix, mais en données horaires, je ne suis pas convaincu, pas totalement convaincu. Alors, on reste toujours dans une tendance baissière, une tendance secondaire baissière. Mais là, j'aimerais bien avoir un peu plus d'indications, surtout voir comment les US vont réagir cet après-midi. En plus, on a pas mal de publications américaines, de sociétés américaines cet après-midi. Mais effectivement, travailler à l'achat le niveau des 6310. Si vous avez des bougies en intraday, toujours, avec des bougies qui pourraient potentiellement indiquer une reprise, mais là, le rebond, voilà, j'ai plus l'impression qu'on a fait un rebond technique, que ça ne prend pas, et que pour moi, la zone idéale pour se positionner sur le CAC, ça reste 6250, 6235. Voilà, c'est la zone parfaite, ce sera un retour sur le bas du porte-voix. On a quand même une grosse zone de support en données 4 heures et même en données horaires. Voilà, on a un très très beau niveau de prix ici, une très belle zone. Donc c'est vraiment le niveau, je me dis, si on est juste dans un rebond technique et donc on est censé retomber, je chercherais plutôt des achats sur cette zone. Pour les traders les plus expérimentés, potentiellement mettre à profit sur des unités de temps un peu plus courtes, les 6300. Voilà. Si on vient combler ici 6297, 6300, pourquoi pas tenter des achats à bon compte avec un stop loss assez serré pour qu'on ait un trade plutôt réactif, histoire de prendre quelques points au marché pour retourner sur les 6392. Voilà un peu comment je vois les choses. Et si je me mets en données hebdomadaires, c'est le pivot, les 6600, 6235, 6250, ça reste un pivot clé. Et si on enfonce ce pivot, par contre, c'est pullback. Voilà, la zone qui m'intéresse, c'est clairement celle-ci. Car si on enfonce sous 6000, ce serait pas une bonne chose. Très clairement, ça enverrait plutôt un signal d'un énorme bull trap ici si on repasse sous les plus hauts de 2007 et les anciens plus hauts de 2020. Donc pour moi, une zone intermédiaire à moyen long terme, tout dépend de comment vous investissez sur les marchés, reste les 6230, 6250. Et si on enfonce cette zone, par contre, gros niveau à 6100, 6150 pour se repositionner à l'achat sur le CAC 40. Concernant le DAX, c'est à peu près la même chose. Belle réaction, encore une fois, toujours sur la borne haute du canal haussier. Finalement, l'objectif a été atteint hier, les 15 100 points. Je vous disais que potentiellement, si on avait un pullback, enfin un retour sur les 15 310, il fallait re-shorter pour viser les 15 100, mais le marché a préféré filer directement en ligne droite pour aller chercher les 15 100 points. Donc pour moi, pour celles et ceux qui étaient vendeurs un peu à la cassure des 15 310, TP1 fait. Peut-être que certains d'entre vous ont même réussi à revendre cette zone. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la cassure de cette zone pour aller chercher la deuxième zone. Voilà, pour moi, c'est cette zone-là que je vise maintenant en objectif final. Je n'exclus pas, alors on va mettre en place le scénario de moyen long terme. En swing, c'est cassure sous 15 100, 15 100, 15 085. Stop loss un peu plus haut pour aller chercher 15 770, 15 780. Ça, c'est le scénario
swing dans les jours à venir si on a une incursion sous ce niveau. Deuxième scénario, ping-pong, range, c'est-à-dire phase de stabilisation entre 15 100 et 15 310. Dans ce cas-là, les traders les plus expérimentés chercheront à se positionner sur des signaux haussiers sur la borne basse et vendre sur la borne haute. Voilà. Là, actuellement, j'ai le sentiment qu'on est dans un range. Comme sur le CAC, on fait le rebond technique. Si ça tient les 15 100, eh bien finalement, on risque de consolider dans l'attente des résultats. Si c'est purement un rebond technique et qu'on casse les précédents plus bas, c'est direction le sud pour aller chercher la deuxième zone et le TP final à 15 780, 15 800. Voilà le plan swing et intraday à mettre en place sur le DAX avec les deux belles zones et potentiellement le range qu'on est en train de former en données horaires. Le Dow Jones. Le Dow Jones. Pareil, les futurs sont actuellement dans le vert. On ira faire un tour sur les futurs juste après. Bon, un objectif quasiment atteint. On avait, on a potentiellement une résistance, un support au sein du range ici. On le voit bien sur les futurs. Mais suite à l'avalement baissier, vous avez dû prendre, je n'étais pas là vendredi, mais vous avez dû prendre des bénéfices sur les 34 200. Et même là, il ne faut pas être trop cupide dans la baisse. On a quand même eu une sacrée baisse hier, 2%. On a perdu même un peu plus durant la séance. Mais voilà, on est quasiment venu prendre appui sur la borne basse du range. Effectivement, j'ai le sentiment qu'on a un support intermédiaire dans ce range. Donc pour l'instant, on rebond. Je pense qu'on est aux alentours des 34 200 points sur le Dow Jones. Pareil, milieu de range à travailler. Donc on va aller faire un tour sur les futurs pour avoir un peu plus d'informations. En tout cas, en données 4 heures, voilà, bon, voilà, c'est très propre. Moyenne mobile 200. On est venu taper en fait la moyenne mobile 200 de 4 heures au point près. La moyenne mobile 200 est vraiment très très pertinente sur les indices et notamment sur les indices américains. Je ne m'en sers pas tout le temps de la moyenne mobile 200, moins sur le Forex, mais sur les indices américains, elle est d'une pertinence incroyable. Donc là, c'est le cas. Le marché est venu taper un peu ce support intermédiaire et sa moyenne mobile 200. On va aller faire un tour sur les futurs pour voir où est-ce qu'on se situe. Car là, actuellement, je n'ai pas beaucoup d'informations. On est un peu au milieu de nulle part. Jones. Milieu de range, c'est ça. Donc, on va cacher l'Ichimoku. On va nettoyer un peu le graphique, tirer un peu mieux nos zones de prix. Finalement, réajuster le range. C'est ça, on a un beau support intermédiaire. Ici, on a le milieu de range qui est à peu près par là. Voilà. Donc, pour l'instant, ici, c'est la borne basse du range avec les excès. Ça donne à peu près ça, en données journalières. Donc, sur le milieu de range, très clairement, je repasserai haussier sur le Dow Jones si on break à la hausse les 34 200 points, très clairement. Car là, toujours le scénario d'un rebond technique au sein de la baisse. Vous voyez qu'on est venu chercher les 38,2. On peut très bien repartir en direction du sud pour venir chercher le bas du range et faire de nouveau une rotation complète. Bon, là, c'était l'excès baissier qu'on avait eu, pareil sur le cash, mais la vraie borne basse du range, elle se situe à 33 440, 33 500. Et effectivement, on a bien un support intermédiaire. Là, on voit avec toute l'accumulation des mèches à 33 630.
Si on affine un peu en données horaires, bon, on a eu quand même un bel avalement. Je vous cache pas que je verrais bien un rebond technique pour ensuite revendre cette zone pour au moins essayer de retourner sur les 33 630. Là, j'aimerais bien que la moyenne mobile 50 continue de descendre jusqu'à la zone. Là, on a un avalement baissier, mais bon, il est limite en train de se faire invalider, mais on a une belle réaction dans la zone. J'attendrai quand même l'ouverture cet après-midi des marchés américains et voir à partir de 16 h comment vont réagir les US, surtout après la publication des résultats qui seront publiés en début d'après-midi. Mais très clairement, si vous avez un beau signal technique en horaire ou en 4 heures dans cette zone et que les cours n'ont pas franchi les moyennes mobiles 50, eh bien, il faudra revendre le Dow Jones pour viser TP1, les 33 630 et TP2, la borne basse du range. Et invalidation du scénario si explosion à la hausse avec une bougie flux impulsive haussière. Dans ce cas-là, le scénario baissier s'invalide et au contraire, il faudra peut-être potentiellement commencer à chercher des achats. Voilà le plan complet sur le Dow Jones sur toutes les unités de temps. Passons au Forex maintenant. L'euro-dollar qui fait rien, mais qui continue de chuter doucement mais sûrement. On est sur un niveau de support intermédiaire, encore une fois. Effectivement, on peut noter la présence d'un support vers les... voilà, si je prends le Ichimoku caché pour mieux voir. Voilà. On a, OK, un support intermédiaire à peu près ici, avec toutes les mèches, aux alentours des 1,1760. Mais j'attends toujours l'euro un peu plus bas. Pas de signal technique haussier, en tout cas. Bon, on a tenté une incursion sous les plus bas de la veille, enfin, les plus bas de la semaine dernière, mais sans succès. Et l'euro, pour moi, reste quand même, ça reste baissier, en fait. Toujours sur des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc, on a une descente un peu molle, mais on reste sous la MM50, on doit rester sous la Kijun aussi, voilà, sous le nuage, ça reste baissier. Et j'ai pas une belle bougie flux, on a une belle bougie flux 4 heures ici, mais derrière on est sous Kijun, sous MM50, et j'ai bon espoir de voir cette baisse perdurer en direction des 1,1710 et 1,1730. En tout cas, pour l'instant, je ne passerai pas acheteur sur l'euro. Et selon le plan que je vous ai un peu montré depuis maintenant plusieurs semaines, je l'attends toujours sur les 1,1710, 1,1730. Bon, on est allé chercher les 1,1765. J'aimerais bien une correction un peu plus profonde pour avoir un ratio meilleur, tout simplement. Voilà. Donc là, effectivement, si on prend les clôtures des bougies, on est pile poil dessus, mais bon, c'est un marché de mèche, le Forex quand même. J'aimerais bien en tout cas avoir un petit excès baissier pour aller chercher les 1,1740, 1,1730, que du bonus si on va chercher les 1,17, voire les 1,1710, pour vous proposer un scénario à l'achat. Mais là, en données 4 heures, même en données horaires, on est sous la Tenkan, on n'a pas de bougie flux. En données 4 heures, c'est un marché qui est baissier, les acheteurs n'ont rien dans le ventre pour l'instant, bien au contraire. Donc, je mets ça de côté et je me dis que potentiellement mon scénario est encore plausible. Voilà. Le GBP USD, alors prudence sur le GBP USD car j'évoquais la zone hier, le fameux bas de range, mais on a quand même eu une bougie flux impulsive et baissière. Donc, encore une fois, le trading range, oui, mais sur signal technique de retournement. Et là, très clairement, vous avez eu une bougie flux baissière impulsive avec quasiment pas de mèche. Donc là,
je me montre finalement plus prudent maintenant sur le GBP/USD. Bien sûr, je m'attendais quand même à une réaction sur la borne basse du range, mais en fait, on a eu une clôture sous la borne basse et potentiellement un double top. Donc maintenant, soit on part dans une hypothèse de bear trap et on fait une réintégration, et dans ce cas-là, le stop loss, on placera sous les plus bas et on ira chercher les 1,38 et les 1,39. Sinon, je vais attendre la clôture hebdomadaire pour être sûr qu'on clôture bien sous la zone de polarité. Ce qui me dérange, c'est qu'on a quand même la moyenne mobile 50 qui arrive en soutien ici, et j'ai vraiment peur que ça fasse un bear trap. Parallèlement, on a une zone de polarité, juste ici. On est encore un peu dedans. Donc oui, on casse la borne basse du range, mais il y a une zone, il y a la moyenne mobile 50 qui arrive juste en dessous, et je me dis que c'est peut-être pas très prudent de vendre ici, sachant qu'on est encore sur un gros niveau, et qu'on peut très bien juste faire un excès baissier, et derrière, bear trap, et finalement repartir à la hausse. Donc je ne propose pas de scénario vendeur sur cette paire pour l'instant, car j'ai besoin d'avoir un peu plus de visibilité et surtout d'avoir confirmation sur la clôture hebdomadaire. Car là, on est encore dans la zone, on peut très bien aller chercher les 1,36 et remonter en direction des 1,38 sur mèche et faire une clôture en direction des 1,3682 en données hebdomadaires. Dans ce cas-là, invalider le double top qu'on est en train de faire. Donc plutôt neutre sur cette paire. Effectivement, c'est baissier. On est quand même très éloigné de la Kijun et de la Tenkan. Si on accélère en direction des 1,36, on a quand même quelques achats à bon compte à effectuer pour au moins faire le pullback. Car effectivement, si le double top est validé, étant donné ce range en place depuis maintenant plusieurs semaines, je m'attends forcément à un pullback avant de repartir en direction du sud. Donc là, très clairement, si on continue d'accélérer sur les 1,36 et qu'on reste très éloigné de la Tenkan, il faudra mettre à profit en tout cas ce niveau technique des 1,36 et essayer quelques achats à bon compte pour au moins viser le pullback sur les 1,3680. Derrière, prendre quelques bénéfices et garder un reliquat au cas où ce serait un bear trap, étant donné qu'on a la moyenne mobile 50 qui est juste ici hebdomadaire. Donc pareil, encore une fois, les moyennes mobiles 50 hebdomadaires, on l'a vu sur le NZD-USD, l'AED-USD, vous voyez que sont quand même très efficaces. Donc voilà le plan actuellement à court terme, c'est de me dire, bon, on laisse la baisse se faire, on va chercher la 1,36, pullback, prise de bénéfice partiel. Si ça part en direction du sud, eh bien on passera vendeur. Et prise de bénéfice partiel au cas où finalement on assiste à un bear trap et qu'on réintègre le range pour aller de nouveau viser les 1,38. Et là on aura un super ratio, on aura juste à mettre le stop loss sous la moyenne mobile 50 et sous le niveau des 1,36. Ça vous offrira logiquement un très bon ratio. Donc voilà le plan sur cette paire. Le GBP Yen, je vais faire le suivi aussi parce que j'ai quand même martelé pas mal de fois sur cette paire en vous disant qu'on était sur un haut de range hebdomadaire, qu'on avait une oblique baissière en place depuis 2007 et surtout la divergence. Donc elle a été validée, quand le 14 juin en données hebdomadaires. Je vous disais d'attendre ce pullback au moins pour affiner votre ratio. Donc certains ont dû rentrer par ici. TP1 fait. Donc là, prise de bénéfice. Je fais le suivi sur cette paire. Donc là, on met son stop loss pour remontrer celles et ceux qui n'avaient pas vu, mais on est dans un range. On avait une oblique, divergence baissière sur la borne haute du range. Si on prend les ratios de Fibonacci de la dernière vague de hausse, l'objectif final, ce serait les 50%. Ce serait ici. C'est un petit peu ambitieux. Pour moi, il y avait TP1 149,50, TP2 147,40.
Voilà le plan. La divergence, on attendait une validation hebdomadaire. Vous avez dû rentrer logiquement le lendemain sur des niveaux intermédiaires, en venant pullbacker la résistance ici. TP1 fait. TP2, 147,40 maintenant. Voilà, donc ici, prise de bénéfice, stop loss à break-even, voire même, vous pouvez mettre un stop loss win, très clairement. Et maintenant, vous laissez courir le trade pour viser le deuxième TP entre 147,40 et 148,70. Donc là, c'est sûr, on est très bien parti pour aller chercher la Kijun, là, très clairement. Donc oui, on peut très facilement tenir pour aller chercher la Kijun. Mais derrière, j'aimerais bien un petit excès sur le niveau des 38,2 de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Voilà. Et en plus, ça correspond à une zone de prix. Si j'enlève Ishimoku, ouais, ici, on a une très belle zone de prix. Donc pour moi, objectif final, l'objectif final, ce serait les 144,79. Il me paraît quand même ambitieux. Donc, je préfère mettre un objectif final ici, parce que là, ça va être compliqué d'aller chercher cette zone, la dernière zone. Mais en tout cas, avec l'Akijun, le 38,2 et la zone un peu de polarité intermédiaire au sein du range hebdomadaire, ça me semble être un bon niveau. Donc voilà pour moi, prise de bénéfice, stop loss, break-even ou stop loss win. On laisse courir le trade, objectif final, Kijun. Et pour les plus patients et ceux qui savent un peu garder la tête froide, eh bien, objectif final, 147,40. NZD USD. Pareil, on surveillait la cassure de la MM50 et de la zone de polarité en données hebdomadaires. C'est le cas actuellement. Donc, je me prépare à un plan vendeur pour aller chercher les 0,6780. Si on reprend un peu en données journalières, on affine, on avait un range, tac, tac, tac. Hier, belle bougie flux et impulsive qui clôture à l'extérieur. Là, on est en train de confirmer. Donc pour moi, je vise la borne basse du canal et la prochaine zone de prix à 0,6780. Donc là, dans l'état actuel des choses, un stop loss juste au-dessus du précédent creux, pourquoi pas aller au-dessus des 0,6970. Il y a quand même un ratio de 1 pour 2, je pense, pour aller chercher 67,80 et pourquoi pas sur excès 67,55 pour venir taper la borne basse de notre canal. Mais j'adopte maintenant un plan vendeur sur cette paire. Si on regarde en données 4 heures, voilà, c'est très propre. On avait un beau range, on casse. On est certes un peu dans la zone, mais on a quand même une belle cassure avec une rotation partielle. Pour moi, on a un signal de vente pour aller chercher le prochain palier et la borne basse de notre canal baissier, vers 67,80 et plus si affinité à 0,6750. Le gold. Le gold qui a plutôt bien résisté, en même temps on a quand même eu une grosse chute sur les taux longs. Je vous disais que généralement l'or est certes une valeur refuge, mais que quand les indices lâchent 2 voire 3%, forcément les investisseurs ont tendance quand même à prendre des bénéfices. Là, on a quand même eu un reflux sur les taux longs, donc forcément ça booste un peu l'or. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le dollar, lui, se renforce en parallèle. Pour l'instant, pas de beaucoup, mais ce serait bien que l'euro reprenne des couleurs pour que l'or puisse véritablement accélérer à la hausse. Donc toujours le même constat, c'est que hier on avait mis un plan en vous disant qu'on était capé un peu entre deux gros niveaux, les 1790, les 1800 et les 1830 avec tous les éléments techniques de l'Ishimoku au-dessus de la tête. Là, on est en train de faire une cassure Tenkan Kijun, j'aime beaucoup. En plus, on était libéré de tout obstacle. Mais surtout, on a un range, encore une fois. Et donc, on avait délimité déjà hier la borne basse et la borne haute, avec ce gros niveau, toujours le support
la zone de support ici à 1790-1800 et le gros niveau avec Kijun, enfin le plat Kijun, MM200, MM50. Donc forcément, en fait, on est dans un énorme range technique en données 4 heures. Voilà pour moi. Donc là, on est dans un milieu de range. Le nuage haussier, on a quand même une cassure Tenkan Kijun. Élément intéressant. Donc, pour ma part, je vise un retour sur la borne haute du range. Et voilà le plan pour la semaine à venir, c'est d'intervenir encore une fois sur les niveaux clés. Borne haute, borne basse. Si certains veulent vendre, pourquoi pas. Il faut quand même un signal technique fort, car j'ai toujours le sentiment qu'on est en train d'amorcer une reprise haussière, mais toujours essayer de trouver des achats au plus proche de la borne basse et de la zone des 1790 pour viser la borne haute. Et si on casse, qu'on arrive à passer enfin à la MM50, le plat Kijun et la MM200 daily, eh bien viser 1850, garder un reliquat, et là si on passe cet énorme morceau, eh bien, tout porte à croire qu'on pourrait accélérer en direction des 1910. Mais à court terme, je verrais bien un énorme range se mettre en place sur l'or entre les deux gros niveaux 1830 et 1790 sur excès, voire 1800, étant donné que c'est notre zone de polarité hebdomadaire. Et au cas où, il faut quand même prévoir le pire, si on en sort par le bas, eh bien on attendra les 1750 pour se repositionner sur le gold pour tenter quelques achats sur cette magnifique oblique haussière de long terme. Voilà le plan sur le gold sur toutes les unités de temps. Le Brent, c'était la dégringolade hier. Tous les objectifs ont été atteints finalement. J'évoquais potentiellement un pullback ici pour revendre, pour aller chercher l'objectif final. Peut-être que certains étaient déjà vendeurs ici ou là. Objectif atteint en fait. On a pulvérisé tous les niveaux de support. Je suis moi-même le premier à être surpris de voir la violence suite à cette cassure un peu de support ici, qu'on avait quand même travaillé à la hausse en tant que résistance tout le mois de mars, tout le mois d'avril, tout le mois de mai. Et là, planté, comme on est passé, voilà, une vraie passoire, comme dans du beurre. Le marché a vraiment pulvérisé cette zone. Et on est surtout en train de valider la divergence baissière. Donc là, je reste baissier en fait sur le pétrole pour viser les 66 et les 64, 64,7. Quand même une belle divergence. Si elle se valide et qu'on va jusqu'au bout, l'objectif final, c'est les 50%. C'est 57. Ça paraît beaucoup. Mais ambitieux même. Il faudrait vraiment un gros choc sur le pétrole. Donc là, ce serait, faut suivre l'évolution du variant Delta et des accords avec l'OPEP. Pour un retour du baril à 57,35, je ne vois que ça. De nouveaux confinements, de nouvelles restrictions, car là, ce serait quand même une baisse assez violente sur le pétrole. Encore 20% presque, 18%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est l'objectif théorique de cette divergence baissière en données hebdomadaires. Pour le moment, on va essayer d'avancer pas à pas, sans avoir d'objectifs trop ambitieux, même s'il ne faut pas exclure tous les scénarios, que ce soit le meilleur comme le pire. Mais là, je verrais bien, dans un premier temps, un retour sur les 66 et les 64-65. C'est les niveaux que je vais viser. Après, ce sera les 38. Donc, en données journalières, essayer de revendre, si on fait un pullback sur les 70, revendre encore une fois le pétrole. Mais là, c'est vraiment baissier, correction en ABC, rebond technique. Mais cette bougie d'une extrême violence, je me méfie. Il y a le sentiment qu'on est en fait dans une dynamique baissière, qu'on est en train d'amorcer un gros mouvement correctif, mais que les acheteurs sont pas très présents, très clairement. Et en données 4 heures, voilà, on est quand même, je vais
enlever un peu tout ce qui gêne. On est quand même loin de la Tenkan, donc forcément, vendre ici, c'est pas judicieux du tout. On est au milieu de nulle part, on vend sur des résistances. Donc le scénario que j'ai actuellement, c'est de revendre les rebonds sur le pétrole pour viser la Tenkan, la Kijun, Daily, puis le prochain niveau de support. Là, on est très éloigné des prix, un rebond, sans qu'on ait une grosse bougie flux impulsière qui vient pulvériser cette zone. Sinon, dans ce cas-là, ça veut dire que les acheteurs ont tenté de reprendre la main. Mais si on monte doucement mais sûrement, et puis que ici, ça commence un peu à manquer de souffle, eh bien, revendre une nouvelle fois avec un stop loss un peu plus haut pour repartir dans le sens du flux, aller chercher Kijun et TP final à 64,70. Certains d'entre vous sont peut-être même à la vente depuis les plus hauts. Et bien dans ce cas-là, pour eux, c'est prise de bénéfice ici, on baisse le stop loss et puis on tente, on prend quand même une bonne partie de ses bénéfices, mais on garde en tête qu'on a une divergence hebdomadaire et qu'on peut potentiellement aller chercher bien plus bas. Et dans ce cas-là, ce serait un retour. Voilà pourquoi je l'attends ici, un retour sur la borne basse du canal. Venir taper cette oblique haussière sur excès avec moyenne mobile 200 pardon, qui commencera à remonter dans les prochains jours et venir chercher un peu plus bas si la divergence se confirme en fin de semaine et nous donne une belle accélération baissière dans les jours voire semaines à venir. Concernant le light, je pense que c'est le même schéma sur le light. On a exactement la même dynamique. Ici, bon, alors ici par contre, on est venu enfoncer notre oblique haussière. De nouveau, ce qui va m'intéresser, ouais, on a une zone, je vais la noter, on a une zone de support, de résistance maintenant. Certains me demandent les résistances à quoi correspondent le code couleur. En vert, ce sont les supports et en rouge, ce sont les résistances. C'est juste que parfois, je ne mets pas à jour mes graphiques, mais ce n'est pas des niveaux mensuels ou hebdomadaires ou des niveaux intraday. J'aime bien juste avoir des graphiques un peu propres et j'aime bien mettre mes résistances en rouge et mes supports en vert. C'est juste ça. Donc, on m'avait posé plusieurs fois la question, donc voici la réponse. Concernant le light, oui, même constat, hein, tant qu'on est sous cette grosse zone, finalement, les vendeurs gardent la main, encore une fois. Et je verrais bien une accélération. Est-ce qu'on est venu chercher la Kijun? Voilà, pour moi, c'est objectif Kijun. Le plat Kijun qui se met parfaitement à plat sur le niveau de support des 64,30. Donc là, très clairement, c'est le niveau que je vise à court terme. 64,30. Donc, essayez de revendre sur ce niveau. On va voir en donner 4 heures ce que ça donne. Ouais. Si ça tient, et que la Kijun, la Tenkan redescend un peu, revendre sur ce niveau, un stop loss juste au-dessus pour les traders agressifs, et bim, aller chercher le plat Kijun daily, tout simplement. Et à partir d'ici, on fera le point après sur le Brent. Mais là, très clairement, ça reste baissier, ça reste vendeur, on est sous résistance. On est certes un peu en zone de survente, mais si ça se stabilise un peu, pourquoi pas revendre pour avoir une nouvelle jambe de baisse en direction des 64,30. Pour finir, le Bitcoin qui lui bat de l'aile très clairement. Tout va se jouer ici. J'attends quand même la clôture hebdomadaire parce que c'est elle qui va déterminer la direction à venir des prix. Pour moi, on est toujours dans le bas du range. On peut très bien faire de l'excès sur mèche comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Donc, pas d'inquiétude encore. Même aller chercher le bas du nuage à 27 850. Mais pas d'inquiétude tant qu'on n'a pas confirmation sur la clôture hebdomadaire. Voilà.
Et ensuite, je vais surtout surveiller la clôture mensuelle. Bon, là, ça se gâte. Effectivement, on est en train de casser la Kijun. Donc ça, il nous reste encore un peu de temps, mais bon, c'est dommageable en tout cas. Donc c'est surtout l'hebdomadaire qui va m'intéresser. Pour moi, on est toujours dans une zone à mettre à profit à l'achat, mais pas de signal technique en tout cas. Pour l'instant, aucun signal acheteur. On est un peu toujours dans ce range, dans une phase assez léthargique. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas de volume aussi. Si j'arrive à mettre les volumes. Il n'y a absolument pas de volume en fait dans cette baisse, donc c'est ça qui fait que j'ai peur que comment dire, que certes on arrive à enfoncer ce niveau, mais qu'on n'aille pas bien loin en fait. Tant qu'on n'a pas quasiment zéro volume, c'est complètement léthargique le BTC. Donc c'est un peu ça qui me dérange en fait dans cette cassure par le bas d'un range. Voilà, généralement on a une bougie flux, une forte accélération là. Ça manque de peps, c'est plutôt mou, on n'a pas beaucoup de volatilité, on tente d'enfoncer les 30 000, mais il n'y a quasiment pas trop de volume, pas beaucoup de conviction. Bon, c'est pour ça que j'attends en fait la clôture hebdomadaire pour me dire on peut très bien faire une mèche, finalement remonter, sauver, et puis se stabiliser. Pourquoi pas aller un peu plus bas? Mais en tout cas, pour les acheteurs, trop tôt. Très clairement, là, pour l'instant, c'est trop tôt pour se positionner à l'achat sur le BTC. Sauf si vous investissez à long terme, effectivement, pourquoi pas. Mais en trading, pour l'instant, j'estime qu'on n'a pas de signal technique haussier. Donc, à voir cet après-midi, surtout si on réintègre les 30 000 et qu'on a une bougie intéressante avec un marteau, pourquoi pas. Ça nécessitera une confirmation la semaine prochaine, le lendemain. Mais dans l'état actuel des choses, en données 4 heures, je vois absolument rien de pertinent, même en horaire. Aussi une petite divergence horaire, voilà. Pourquoi pas, pour les traders les plus aguerris et les plus agressifs, tenter la divergence horaire sur le BTC ici. À protéger très rapidement avec un stop loss sous les plus bas, les valider, et de se dire, bon, bah, si ça part et qu'on allait chercher la Kijun, on protège rapidement. Et si finalement c'est juste un petit excès baissier, que ça repart en direction des 31 450, eh bien, vous avez quand même un super point d'entrée pour la suite. Donc là, le seul élément convaincant, c'est l'avalement horaire avec la divergence, comme vérifier, il est validé, oui. La divergence haussière. Que je ne dise pas de bêtises, oui, il y avait une divergence haussière. Donc voilà le seul élément haussier que je vois en horaire sur le BTC pour un trade un peu risqué. Il va falloir être réactif et vite protégé pour ne pas se faire surprendre, mais en tout cas, qui peut potentiellement donner un point d'entrée intéressant, comme je vous le disais, si c'est un excès baissier qu'on est en train de faire actuellement. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme convenu, je vous mets le lien de la newsletter pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire à cette newsletter mensuelle dans la description de la vidéo, en bas de la page sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un point complet sur la planète finance.